Prémission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. En fait, je vous propose tout de suite d'aller retrouver le docteur Mounir Ralimi, qui est docteur en pharmacie à l'hôpital de Chaumont en Vexin. Bonjour docteur Ralimi, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, et vous? Très bien, je vous remercie. En fait, je souhaitais qu'on puisse échanger aujourd'hui et faire profiter de nos auditeurs d'un certain nombre de questions d'actualité. Je rappelle que vous êtes docteur en pharmacie et pharmacien hospitalier. Et première question, il a été annoncé officiellement dans les 25 mesures, me semble-t-il, qui ont été annoncées par le gouvernement et la ministre de la Santé, Madame Buzyn, qu'à partir de 2019, la vaccination antigrippale se fera en officine. Vous avez un avis à partager avec nous? Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une bonne nouvelle. Nous savons tous que pour être efficace, une vaccination doit être proposée à des chiffres assez élevés de nos concitoyens. Il nous faut vacciner 70% de la population pour pouvoir couvrir l'ensemble et prémunir l'ensemble de la population. Oui. Alors, je crois que les chiffres sont très très loin. Démultiplier le nombre d'opérateurs, donc le nombre de personnes qui sont susceptibles de vacciner et le nombre de personnes susceptibles d'être vaccinées est de très bon augure pour l'avenir. Vous trouvez effectivement, vous jugez cette mesure efficace, sachant que le pharmacien est la personne effectivement qui résiste là où souvent on déplore des déserts médicaux, donc on pourra en toute quiétude, en toute tranquillité. Alors ça, c'est sûr que c'est le premier argument, la répartition homogène sur le territoire national. Donc, on a des ratios de 1 pharmacien pour 2500, voire 1 pharmacien pour 3000 habitants. Et donc, nous sommes harmonieusement répartis sur la carte nationale. Ça, c'est le premier gros avantage. Le deuxième gros avantage du réseau pharmaceutique, c'est aussi le fait qu'au quotidien, les pharmaciens reçoivent 4 millions de Français. C'est énorme. Oui. C'est le professionnel de santé qui, certainement, voit le plus de personnes tous les jours. 4 millions de Français, dont 1,5 million auraient plus de 65 ans. Oui. Donc c'est un endroit stratégique. D'ailleurs, je regrette que nous n'ayons pas davantage misé sur les pharmaciens et plus tôt, et sur d'autres missions encore. Je pense quand on décrit un petit peu ce réseau, on voit aussi tout l'intérêt que pourrait être ce site, la pharmacie d'officine, pour réaliser des opérations de dépistage, par exemple. Oui. Qui serait accepté facilement par les pharmaciens, ou c'est une idée qui a déjà été un point qui a déjà été envisagé avec vos confrères pharmaciens d'officine? On a des expérimentations pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu ce qui se passe à l'étranger, dans d'autres pays européens ou dans les pays anglo-saxons où les pharmaciens sont impliqués beaucoup plus qu'en France, en ville et à l'hôpital d'ailleurs. Donc ça nous montre certainement ce que sera le paysage sanitaire de demain. D'accord. Et d'ailleurs, vous avez évoqué un point qui nous intéresse aussi au premier chef aujourd'hui, c'est le nombre de personnes qui se rendent quotidiennement dans des officines et l'âge de ces personnes, parce que vous avez fait un travail important au sein de l'hôpital de Chaumont-en-Vexin où vous exercez depuis plusieurs années, de recueil de données justement pour positionner ou repositionner le pharmacien d'officine et qu'il devienne un véritable acteur de la prescription et des bilans, c'est ça, de médication en officine. Alors, en intra-hospitalier, ça fait déjà quelques temps qu'on y travaille. Ce qu'il nous fallait, c'était définir une prise en charge structurée, une prise en charge pharmaceutique structurée, ce qui n'existait pas ou peu. On voyait bien, nous pressentions bien les sujets sur lesquels les pharmaciens allaient pouvoir être intéressants. Je pense notamment à l'observance, à l'évaluation de l'observance des patients. Donc, on a pu définir ici, dans notre établissement gériatrique, une PRAM, donc une prise en charge sous la forme d'un bilan de médication hospitalier. Alors, on le met en œuvre quand on a le plein de nos effectifs, on arrive à le proposer à 400 patients par an. Nous l'avons documenté et publié dans une revue internationale sur un effectif de 539 patients hospitalisés en court séjour gériatrique ici.
Ensuite, ce qui était intéressant, c'est que j'ai quelques échanges avec des collègues qui sont rattachés à la faculté de pharmacie d'Amiens. Et nous avons pu proposer aux étudiants en 6e année de la faculté de pharmacie d'Amiens, du coup, nous leur avons proposé de mettre en œuvre ces bilans de médication à l'officine. Quelles sont les conclusions de votre étude? Quel projet serait porté dans l'idée de faire prendre en charge les bilans de médication par le pharmacien? Quels sont les objectifs? Alors les deux grosses missions, et d'ailleurs c'est celles qui vont être officiellement retenues, ça va être d'abord de majorer l'information apportée aux patients. Et ensuite, grâce à cette information, on espère consolider l'observance et de façon parallèle de détecter des anomalies sur les ordonnances et puis de pouvoir échanger avec les médecins et leur faire des propositions d'optimisation de la thérapeutique. D'accord. Parce que vous estimez qu'aujourd'hui, qu'effectivement, les rapports pharmaciens d'officine et médecins prescripteurs, dont les médecins généralistes, les rapports sont perfectibles, Ah oui, ils le sont assurément. En fait, on a des soucis, c'est que le patient, une fois qu'il se présente à l'officine avec son ordonnance, dispose, hélas, de très peu d'informations sur ses pathologies en cours, par exemple. Surtout quand il y a changement de traitement, par exemple, on ne sait pas ce dont le patient souffre. Alors, nous le devinons au travers des médicaments prescrits, mais c'est un peu délicat d'avoir recours à notre imagination alors qu'il existe des données factuelles. Oui. Donc ça, c'est un des premiers écueils. On a un autre souci, c'est que nos patients, par bonheur, bénéficient bien sûr de biologie. Or, cette biologie n'est pas mise à disposition des pharmaciens d'officine. Mm-hmm. Vous souhaiteriez qu'elle le soit? Il faudrait qu'elle le soit de façon systématique. Oui. Il faudrait même encourager la population générale à se présenter chez son pharmacien avec sa biologie. Oui. Alors, il y a un paramètre qui nous vient à l'esprit très rapidement quand on parle des patients âgés, c'est la créatinine, un marqueur de l'efficience rénale. Nous en avons prodigieusement besoin parce que un certain nombre de médicaments méritent que les posologies soient adaptées à l'efficience rénale. Sachant que la population de personnes âgées est déjà consommatrice, j'allais dire, d'un certain nombre de médicaments qui sont, et on sait qu'en avançant en âge, déjà les fonctions rénales s'amenuisent. Donc effectivement, ça vous permettrait d'être un second garde-fou, c'est ça, des prescriptions? Exactement. Alors, encore une fois, nous ne tombons pas dans des querelles corporatistes. Ce qui nous intéresse, c'est de fédérer nos énergies pour mieux prendre en charge, avec des moyens dont nous disposons, des moyens matériels et bien sûr des moyens intellectuels. Encore une fois, les pharmaciens ont un niveau de formation qui est assez élevé, pour pas dire très élevé. Nous avons Bac+6 en ville. Donc c'est dommage de ne pas utiliser ce professionnel-là à la hauteur de ses connaissances et de ses capacités. Concrètement, ça pourrait se représenter comment au quotidien? Une personne arrive à la pharmacie, se présente avec une prescription qui vous est problématique. Quelle est la démarche? De base, le patient ne vous présente pas une ordonnance problématique. En tout cas, a priori, nous ne le savons pas. Et par bonheur, bien sûr, toutes ont été sécurisées dans la mesure de leurs possibilités par les médecins, sauf que les pharmaciens ont un bagage de formation complémentaire concernant le médicament. Nous avons 6 ans de formation sur le médicament, sur la galénique, sur la pharmacocinétique, sur la pharmacodynamie, donc des formations dont je crains que les médecins n'aient pas bénéficié. Et on peut le comprendre, vu le nombre de données existantes, d'interactions possibles, on peut pas leur demander. Alors ils ont déjà beaucoup de travail et beaucoup de choses à apprendre et ils les ont vus en anatomie, en diagnostic, sur les diagnostics, sur poser un diagnostic, c'est déjà un tour de force, c'est déjà un travail colossal. Après, ils ne peuvent pas enchaîner 6 ans de formation sur le médicament. Alors, vous savez, dans les pays anglo-saxons, ils ont été jusqu'à pousser la démarche pour organiser aux États-Unis ou au Canada, parfois, des visites en binôme médecin-pharmacien dans les hôpitaux. D'accord. Ça n'est pas le cas en France? Non, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Alors, nous sommes dans des ratios de personnel qui sont complètement différents. Ici, nous avons
Ce sont des chiffres à consolider, mais des chiffres un peu anciens nous disent que nous sommes un pharmacien pour 200 lits. Non seulement nous sommes relativement peu nombreux, et en plus de ça, nous avons une fiche de poste qui est large. Oui. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de choses à faire. Le pharmacien à l'hôpital est responsable des médicaments, bien sûr, mais aussi des dispositifs médicaux. Il est aussi responsable des achats de ces produits dans le respect du code des marchés publics, qui nous prend une énergie folle. Nous sommes aussi les garants des gaz médicaux, donc de la préparation de certains médicaments dans certains établissements. On parle de pharmacotechnie. Donc nous avons beaucoup de missions, et ces missions, nous sommes relativement peu nombreux et beaucoup de missions, donc ça nous empêche d'intervenir au pied de lit du malade, oui, comme on le souhaiterait certainement. Nous avons la chance de pouvoir intervenir sur toutes les prescriptions déjà, ce qui est assez confortable pour 120 lits d'hospitalisation. Nous avons de façon régulière un renfort étudiant. Notamment, on a un interne en pharmacie, et vous voyez, la semaine prochaine, j'accueille 2 étudiants qui viennent du Québec, oui, pour un mois de stage. Donc là, quand nous sommes à plein de nos effectifs, nous pouvons faire des bilans pharmaceutiques qui couvrent l'admission et la sortie des patients. D'accord. Et justement, est-ce qu'un patient qui est hospitalisé, par exemple, dans votre service, arrive et quitte l'hôpital avec la même prescription ou pas? Non, bien sûr que non. Dans l'essentiel des cas, il y a des modifications de la thérapeutique. Donc on parle, oui, c'est ça, de divergence entre la sortie d'hospitalisation et l'admission. Pourquoi? On estime quoi? Que ce sont des personnes qui sont surmédiquées? Alors, il peut potentiellement y avoir des médicaments qui aujourd'hui ne répondent plus aux besoins d'hier. Oui. Donc, nos patients vieillissants, les patients vieillissants peuvent avoir pris un médicament il y a 20 ans qui répondait parfaitement à leur situation clinique. Or, à 80 ans, on parlait de la fonction rénale qui était potentiellement déclinante. On a des antihypertenseurs qui sont plus attendus lorsqu'on est âgé. Oui. Donc, on va rationaliser la prescription pour la personnaliser encore une fois, et puis donc la personnaliser, oui, aux patients qui se présentent devant nous avec son âge et ses comorbidités, puisque nos patients, vous savez, ils cumulent plusieurs problèmes médicaux, et donc il faut personnaliser la thérapeutique pour le patient donné que nous avons devant nous et avec les pathologies qu'il présente ce jour-là. Il y en a plusieurs parfois. Et puis on a ces contraintes liées parfois aussi à la fonction rénale dont on parlait. Oui. Mais il y avait nous l'attendions, ce bilan de médication, depuis un décret qui datait de 2011. Et donc on attendait la mise en œuvre de ce décret, dans lequel il était prévu qu'un bilan de médication comprenne une évaluation de l'observance et de la tolérance des traitements, et puis aussi le recensement des effets indésirables, par exemple. Donc ça, c'était déjà prévu dans un décret de 2011. D'accord. Et nous attendions avec impatience la mise en œuvre et l'arrêté qui valide, qui approuve ce qu'on appelle l'avenant 12 d'une convention nationale, donc qui liera les pharmaciens à la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc cet arrêté-là est sorti il y a même pas un mois maintenant, c'était en mars 2018. Pratiquement. Donc c'est officiel. C'est officiel. Donc nos pharmaciens peuvent désormais proposer un bilan de médication. D'accord. Un bilan de médication, ça se présente comment concrètement? Est-ce que le pharmacien est par exemple amené à ne pas délivrer un médicament qui a été prescrit, ou alors à l'inverse juger que le dosage est trop fort et le réajuster? Qu'est-ce que alors ça c'est autorisé de façon historique. Oui. Le pharmacien qui lorsqu'il reçoit un patient voit une anomalie majeure sur une prescription, une anomalie qui est susceptible d'hypothéquer le bien-être, la santé, oui. Et puis même la survie de son patient, a le droit, même le devoir de ne pas délivrer ce produit. D'appeler le médecin référent. Bien sûr, ça se fait toujours de façon consensuelle. On appelle nos collègues médecins et puis nous nous entendons sur la suite à donner. Bien sûr, quand le médecin est averti,
en général, ils valident la proposition du pharmacien. Est-ce que ça va changer la relation? Vous pensez que ça va changer la relation de la patientèle à l'encontre des pharmaciens ou l'optimiser ou l'améliorer? Bon, et les pharmaciens sont déjà plutôt bien vus par leur patientèle. Oui, je parlais tout à l'heure de commerce de proximité. C'était pas exactement ce que je voulais dire, mais il y a un rapport de confiance et un service à la personne qui est considérable. Quand on consulte les sondages d'opinion, les pharmaciens d'officine sont très bien vus de leurs patients, y compris de leurs patients âgés. Là, de toute façon, là, moi, ce que je retiens, c'est que nos collègues officinaux ont une opportunité extraordinaire pour enfin utiliser leurs connaissances et leurs compétences au profit des patients. Voilà. D'accord. Il faut qu'on leur donne accès à quelques informations complémentaires. Et de toute façon, ils sont invités à le faire dans le cadre de ces bilans de médication. Ils sont invités donc à proposer aux patients de venir avec leur bilan biologique, par exemple. D'accord. Retenez quand même que, vous savez, ce n'est pas ouvert à tous les patients, hein. Pour l'instant, les patients qui peuvent bénéficier de cette prestation sont les gens qui ont plus de 65 ans et qui souffrent d'une affection de longue durée. D'accord. Ce sont aussi les patients qui ont plus de 75 ans, qui prennent plus de 5 médicaments différents depuis plus de 6 mois. Est-ce que ces critères vont s'assouplir dans les semaines, les mois qui viennent ou pas? Pour l'instant, je n'ai pas d'infos sur le sujet. On n'a pas encore de toute façon de retour non plus sur la mise en œuvre des bilans de médication, en dehors des quelques études qui ont eu lieu par-ci et par-là. Et j'ai la chance, je vous le disais, d'en avoir déjà fait 2 sur le thème, en 2014 et en 2017. Et à l'époque, pour être tout à fait clair, je ne savais pas à quel point nous étions avant-gardistes. À l'époque, nous travaillions seulement pour réfléchir sur la transposabilité de ce bilan de médication. Nous avons découvert avec bonheur que c'était officiel et que ça allait pouvoir être diffusé plus largement. Oui, pour dire que les travaux que vous avez menés pendant plusieurs mois, plusieurs années n'ont pas été vains. Enfin, ça n'est pas resté à un intérêt purement local. C'est qu'effectivement, ce sont des données aujourd'hui que vous êtes amenés à transmettre, à communiquer à vos confrères, aux autorités. Bien sûr. Ouais. D'autant, alors oui, j'espère pouvoir les transmettre aux autorités de santé de toute façon. Parce que ça permettra d'affiner et d'aller encore plus loin, en sachant que, donc oui, nous avons pu travailler avec 55 officinaux de la région Picardie en 2014, qui ont reçu 892 patients, pour être précis, sous la forme d'un bilan de médication, et nous avons réitéré avec 6 facultés françaises, donc c'était Rennes, Montpellier, Strasbourg, Rouen, Amiens et Limoges. Et donc, dans ces secteurs, dans ces régions, sous l'ancienne appellation, nous avons pu travailler avec 218 pharmaciens d'officine qui ont reçu près de 4000 patients. Donc, nous avons une base de données qui est colossale. Pour apprendre plein de choses, hein, vous avez raison, on a appris plein de choses. On a appris, par exemple, que 9,4% des patients qui se présentaient au comptoir, âgés de plus de 65 ans, 9,4% de ces patients ont été désorientés dans le temps et ou dans l'espace. Ça m'a un peu surpris. Comment imaginer une observance de la prise des médicaments? Eh bien oui, il y a ça. Et puis, ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on a parmi ces 9,4% de patients désorientés, des patients qui gèrent leurs médicaments seuls. Donc, je ne sais pas ce qu'ils prennent. Je ne sais pas comment ils le prennent. Par contre, là, on imagine bien qu'il y a encore quelque chose à faire. Une proposition que nous pourrions faire à nos autorités de santé, c'est d'autoriser les pharmaciens à dépister ces patients désorientés et pour ces patients, leur donner aussi le feu vert pour qu'ils fassent la répartition des doses administrées, qu'ils leur préparent leurs médicaments. Ça semblerait judicieux et ça pourrait déjà éviter des accidents. On a quand même posé à ces 4000 patients une question toute simple sur respectez-vous la forme galénique des médicaments qui vous sont prescrits ou ouvrez-vous les gélules ou écrasez-vous les comprimés. Ça change tout quand on Alors pour certains médicaments, ça sera sans problème, mais il y en a pour lesquels il y aura des problèmes majeurs et le chiffre à retenir, c'est 2%. 2% de nos patients écrasent sciemment leurs comprimés ou ouvrent leurs gélules. Et puis, on va dire grosso modo que dans un cas sur 2,
ça peut générer des problèmes majeurs. Oui. L'actualité médicale nous révèle que 10 000 décès par an seraient dus à une mauvaise utilisation des médicaments. Ça vous inspire quoi comme réflexion? En fait, c'est un chiffre qui est connu, c'est un chiffre qui est ancien, donc je suis très heureux qu'il revienne au goût du jour parce que moi j'en ai des palpitations, que nous soyons conscients de ce score et que nous n'en parlions pas davantage. Pour mémoire, maintenant les accidents de la route, c'est moins de 4000 morts par an. Oui. Certainement, bien sûr, il ne faut pas les négliger, c'est 4000 décès annuels, Mais sauf que là on parle de plus de 2 fois et demi. Et le chiffre est encore plus important que ça. Hein. Oui. 10 000 personnes, ça serait une valeur basse. Les chiffres qui courent, c'est 10 000 à 30 000 personnes qui décéderaient à cause de leurs médicaments tous les ans. Et quelle part de personnes âgées avez-vous des données par rapport à ce... On imagine bien que les plus gros, les patients qui en subissent le plus lourd, le plus de conséquences du moins, et qui doivent représenter l'essentiel de l'effectif sont les personnes âgées. D'accord. Comment? Parce que de base, elles sont plus sensibles aux effets indésirables, elles sont plus fragiles au niveau de différents organes. Comme vous l'évoquiez. Voilà. J'ai une autre, et ce sera sans doute ma dernière question. L'UFC Que Choisir interpellait également les médias il y a quelques jours de ça, en disant que, concernant le paracétamol, un pharmacien sur 4 conseillerait des doses nocives. C'est quoi votre opinion par rapport à cette actualité? On rappelle quand même... Je suis ulcéré. Oui. Ulcéré. Et pas surpris? Si, je suis très surpris de ce chiffre. Très surpris de ce chiffre. Ça m'étonnerait que mes confrères ne connaissent pas ce médicament qui est le médicament certainement le plus dispensé. Mais possiblement nocif, hein, qui n'est pas inoffensif, on le rappelle. On peut le dire. Je crains même que ce ne soit le médicament avec lequel les gens se suicident le plus en Angleterre. D'accord. Alors, c'est pour ça que nos conditionnements sont plafonnés à 8 grammes. Vous pouvez le prendre dans tous les sens. On délivre toujours 8 grammes. Donc, 1 gramme fois 8 ou bien 16 fois 500 milligrammes. Mais c'est parce que c'est un médicament qui est potentiellement toxique. Oui. J'ai bien sûr confiance dans nos confrères pharmaciens. Même ce médicament qu'on distribue largement mérite notre vigilance la plus active parce que des fois on a des doses cumulées, c'est-à-dire que le paracétamol peut se cacher dans plusieurs spécialités et parfois malencontreusement elles peuvent cohabiter sur la même ordonnance, dans quel cas il faut bien sûr contacter le prescripteur pour ajuster la posologie. On a beaucoup maintenant d'infos aussi sur la pharmacocinétique particulière de ce médicament. Oui. On sait qu'il est métabolisé par des cytochromes P450 de sous-type 3 à 4. Donc une petite usine qu'on retrouve dans le foie. Sauf que le paracétamol n'est pas le seul à passer par là. Et donc on s'interroge sur les interactions entre le paracétamol et les anticoagulants, les antivitamines K en particulier. Oui. Ce médicament qui a priori semble banal, en fait c'est comme tous les médicaments, ça n'a rien de banal. Ça mérite d'être intellectualisé comme tous les traitements, repris dans la globalité de la situation, repris dans le contexte pathologique du moment. Donc c'est un médicament qu'il ne faut pas banaliser. Le paracétamol, oui, mérite une attention particulière, à l'instar des autres médicaments, même si celui-ci est distribué très largement. C'est un médicament qui est très consommé, qui doit être certainement parmi les plus utilisés d'ailleurs. On pourrait imaginer quoi, par exemple, qu'un jour le paracétamol, pour pas citer de marque, soit délivré uniquement sur ordonnance et plus en vente libre? Non, quand même pas. Il faut que le laisser dans le réseau officinal. Rappeler, bien sûr, et là ça nous rappelle encore une fois, oui, l'importance de la formation continue. Quels sont les points de vigilance à avoir quand on dispense du paracétamol au comptoir? Mais bon, c'est une problématique qui concerne tous les médicaments OTC, donc dispensés sans ordonnance, pour lesquels il faut aussi intellectualiser ce qui se passe et le remettre dans le contexte des médicaments pris de façon concomitante via une prescription médicale. D'accord. Les docteurs en pharmacie ont encore de beaux jours devant eux. Vous ne manquez pas d'occupation, d'activité?
Et non seulement on manque pas d'activité, mais c'est surtout que aujourd'hui on se rend compte que que le pharmacien a une fonction particulière, qu'il a des connaissances particulières, et qu'enfin il faut l'utiliser pour sécuriser les prises en charge, pour informer la population générale, pour donner des clés pour comprendre le traitement, pour renforcer l'observance, pour objectiver le niveau d'observance. Ici, on utilise un score qui est tout simple pour voir ce que le patient exprime par rapport à la prise de ses médicaments ou pas. Ce qui est étrange, c'est que les patients nous disent à nous qu'ils ne prennent pas leurs médicaments et ils ne le disent pas aux médecins. Ce qui est fort aussi, c'est que je dis aux patients que le fruit de notre conversation, je vais aller l'échanger avec le médecin, mais il me le dit quand même qu'il ne prend pas son médicament. C'est une information qui est précieuse pour nous parce que on parlait de polymédication avec les patients qui prennent 5, 6 médicaments et plus, parce que la bonne question, c'est que si notre patient est inobservant, à quoi bon lui en prescrire autant? Exact. Si on sait que le patient ne les prend pas ou qu'il les prend de façon aléatoire, les échanges que nous avons avec les médecins, c'est est-ce que ce serait pas plus judicieux de resserrer l'ordonnance au maximum ou certainement d'indiquer aux patients lesquels doivent être pris de façon incontournable. Quel est, sur l'ordonnance, le médicament qui potentiellement lui sauve la vie? Quels sont les médicaments qui potentiellement le protègent d'un handicap? Voilà, et c'est sur cela qu'il faut qu'on axe notre énergie et que le patient axe la sienne d'ailleurs pour tenir. Voilà, et pour ne pas périr à cause des médicaments. Ce qui est comment dire, attendrissant, rageant peut-être, c'est d'avoir toutes les clés en main pour bien faire. Il faut maintenant que nous travaillions à nous coordonner, à apprendre à travailler ensemble en multidisciplinarité pour dégager des synergies. Je vais remercier le docteur Mounir Halimi, qui est docteur en pharmacie et président de la CME du centre hospitalier Berthier-Noguel à Chaumont-Vexin en Picardie. Je rappellerai au passage, avant de prendre congé de vous, docteur, que vous êtes vu décerner en 2016 le trophée qualité et sécurité des soins en récompense de vos travaux menés sur le bilan pharmaceutique normalisé dédié aux personnes âgées. Vous validez? Tout à fait. N'hésitez pas à interroger vos pharmaciens. Et puis aux confrères pharmaciens, n'hésitez pas à avancer dans les bilans de médication, enregistrer ce que vous faites et documenter ce qui se passe, parce que le gros intérêt, c'est quand on agrège toutes ces données, de voir les situations dans lesquelles nous sommes particulièrement efficaces. Et ces situations efficaces, il faut qu'on les duplique à l'infini pour en faire profiter le plus grand nombre. Voilà. Merci beaucoup, docteur Halimi. Merci à vous.